Bonjour, bienvenue sur le plateau de Jeunesse en Action, un magazine qui vous est proposé par l'ONG Accor et l'ONG Ourou. Le magazine Jeunesse en Action a pour objectif au fait de mettre la lumière sur la jeunesse centrafricaine et surtout montrer le travail qu'il mène au sein des communautés pour le relèvement de notre pays. La thématique que nous allons traiter aujourd'hui est le plan de relèvement et de consolidation de la paix. En 2016, le gouvernement centrafricain a été invité par la communauté internationale à Bruxelles pour mettre en avant le plan de relèvement de notre pays, après la crise que nous avons connue. Et ce plan s'est construit autour de 3 piliers. Le premier pilier étant la restauration de la paix. Le deuxième est de recréer le lien entre l'État et les populations. Et enfin, le troisième pilier est celui de relever l'économie centrafricaine. Pour en parler aujourd'hui sur le plateau, nous accueillons des jeunes qui sont actifs au sein de leur communauté et qui travaillent aussi sur le RCPCA. Et pour ça, je vais commencer à ma droite avec Mahamat. Bonjour, chers téléspectateurs. Je suis Mahamat Saleh Saïdou. Je suis le président de la jeunesse islamique centrafricaine du 4e arrondissement. Merci, Mahamat. Merci. Clovis. Moi, c'est Gamanza Clovis, président de la plateforme interconfessionnelle de la jeunesse abrégée PISCA du 2e arrondissement, coordonnateur des associations des jeunes acteurs centrafricains AJACA. Desmond. Bonjour, je suis co-RPD Desmond, étudiant en année de licence en droit privé et aussi membre de l'association ADELA qui sous-entend être une association pour la solidarité et le développement de la Kwanga. Aaron. Bonjour Kessie. Bonjour chers téléspectateurs. Je suis Aaron Kwachil, un jeune entrepreneur centrafricain. Merci infiniment de nous rejoindre sur ce plateau. C'est la première édition de Jeunesse en Action et comme je l'ai dit, on va parler du développement et du relèvement de notre pays. Mais avant ça, je pense qu'il est important pour nos téléspectateurs que vous puissiez parler de vos organisations. Et puis que nous avons commencé à ma droite, je vais commencer à ma gauche cette fois. En commençant peut-être par Desmond, qui va nous parler du travail et des activités que tu mènes en tant qu'étudiant, mais aussi jeune engagé au sein d'une association. Bonjour. C'est bien de parler de notre association sur ce plateau. En fait, nous sommes une association jeune, très jeune, prématurée, au sein du 2e arrondissement. Nous œuvrons pour l'assainissement. Nous promettons le leadership, premièrement, au milieu jeune. Et aussi, nous promettons le pouvoir, l'action des jeunes. Voilà un peu ce que je peux vous dire concernant notre association au sein de notre arrondissement. La question du leadership, on le voit, est vraiment au cœur des actions qui sont menées donc, par votre organisation. Mais vous nous en donnerez plus de détails peut-être après au cours de notre conversation. Je donne la parole à Aaron qui va nous parler de ses engagements. D'accord. Je suis cofondateur d'une ONG qui s'appelle ODEVI, Action urgente pour le développement en milieu intégré. Je suis aussi cofondateur d'une entreprise de négoce internationale, ENI, et je suis aussi membre de la Maison de la Mémoire. C'est une association qui œuvre pour le devoir de mémoire en République centrafricaine. Merci infiniment. Peut-être Mahamat nous parler un peu plus du travail de la JICA. Oui, la JICA dont j'avais parlé, c'est une organisation à caractère religieux dont on voit comment un jeune peut se comporter par rapport à la religion. Comme on dit, la religion, le jeune doit se comporter pas n'importe comment. Il doit être à caractère religieux. Donc, à travers l'autre là même, on travaille avec l'autre là en relation avec notre mairie par rapport à l'initiative de l'autre là, de paix. S'il y a quelque chose au sein de notre arrondissement, la maire nous fait appel, on partage de points de vue, quoi. Donc, notre association est à caractère religieux. Je crois que c'est ce que j'ai à vous dire par rapport à notre organisation. Merci Mahamat. Clovis, peut-être nous parler du PISCA. Oui, premièrement, je fais d'abord l'historique de la PISCA. PISCA est une plateforme qui a été mise en place par différentes confessions religieuses, typiquement les jeunes. Et PISCA a été accompagné par Accor. C'est Accor qui a donné soutien à la PISCA d'être existante aujourd'hui. Et pendant la transition, j'étais le point focal de PISCA pour le 2e arrondissement. Et après, je me suis muté pour être le président dans le 2e arrondissement pour pouvoir conscientiser mes pères jeunes qui sont des différents religieux. Donc, à l'enceinte de la PISCA, il y a des organisations typiquement religieuses. Et aussi, nous avons aussi des organisations en termes de fraternité, qui sont des organisations de jeunes qui ne sont pas religieux et qui s'intéressent de travailler en synergie avec la PISCA, puisque à l'intérieur de PISCA, il y a des différents religions qui se trouvent dans la localité
Et moi-même, je suis de la jeunesse communauté musulmane, Oui. mais je suis le président. Après moi, il y a aussi Doris, elle est de l'église catholique, donc en le faisant d'une manière fraternelle, quoi. C'est ce qui est Pishka. Merci infiniment. Comme vous pouvez le voir, au fait, autour de ce plateau, nous avons des jeunes engagés qui travaillent non seulement sur des questions d'identité, mais aussi sur des questions de leadership au niveau communautaire et dans le secteur économique aussi. Et avant que nous puissions vraiment toucher la thématique du RCPCA, je pense qu'il est important qu'on puisse se poser la question tous ensemble de quelle est la vision que vous avez, vous, en tant que jeune, au fait, des questions de développement et de relèvement en République centrafricaine. Il serait intéressant, je pense, que nous puissions d'abord aborder cette thématique-là avant de pouvoir ensuite repartir de manière plus concrète sur le RCPCA et comment vous l'avez découvert, tout simplement. Et pour ça, je vais peut-être démarrer par Aaron. Les questions de développement et de relèvement RCA, quelle est votre perception, en fait, de cette approche? Ce serait assez compliqué de répondre d'une manière formelle parce qu'elle se manifeste sous plusieurs formes. Déjà sur le plan leadership, de ce que moi je vois sur le terrain à travers mes actions, je constate qu'il y a énormément de jeunes qui entreprennent, qui osent malgré les difficultés et le contexte sécuritaire avant tout. Et je me rends souvent aussi compte qu'il ne se limite pas juste à ce leadership en fait. Pardon, je me suis coupé la question. Quelle est la question, quelle est votre perception au fait de la dynamique de développement et de relèvement de la République centrafricaine? Comment vous percevez au fait quelle est votre vision au fait de ça? D'accord, il serait compliqué de répondre d'une manière formelle parce que la réponse à cette crise en fait, elle est multiforme. Elle se manifeste à travers le leadership. On voit de plus en plus de jeunes centrafricains qui entreprennent, malgré les difficultés conjoncturelles qui existent. On se rend souvent aussi compte que ces jeunes n'ont pas peur de oser franchir les limites qui ont été imposées par les anciens. Aujourd'hui, on a de plus en plus de jeunes qui se lancent en politique, des jeunes qui entreprennent dans les milieux de la culture. C'est-à-dire qu'il y a des barrières aujourd'hui qui sont franchies et qui n'étaient pas le cas avant. Donc, au fait, pour vous, c'est vraiment de voir le leadership de la jeunesse, que le développement et le relèvement se construit autour d'un leadership fort de la jeunesse centrafricaine. Desmond, qu'est-ce que vous pensez, au fait, de cette approche que Aaron vient de souligner? Merci, Kessie. Moi, pour mon intellect, parler du développement ou de la réintégration ou bien du relèvement de la RCA part d'un côté très formel. Là, il faut parler aussi, il faut parler du côté investissement. Parce que vu le développement, parlant du développement, on ne peut jamais parler du développement sans l'investissement. Alors, dans ce cas, nous, en milieu jeune, parler du développement en milieu jeune, et vu les efforts fournis par des jeunes leaders au sein de cette société, vous conviendrez avec moi que des efforts ont été fournis, mais beaucoup plus par manque d'investissement ou par manque d'assistance. Et c'est dans ce sens-là que moi je vois le développement ou bien l'avancement de la République en ce sens. Je veux aussi souligner l'aspect d'équité, la sécurité dans la gestion d'une bonne gouvernance en plus. Et là, je m'adresse aux dirigeants du pays. Quand on parle d'équité, il faut parler de la gestion. Voilà dans ce sens où moi, à mon intellect, j'ai vu beaucoup plus là où la RCA peut se relever. Merci. Merci Desmond. Et juste pour synthétiser ce qu'on a vu de l'autre côté et revenir vers vous, on a cette question du leadership de la jeunesse qui a été mise en avant par Aaron avec l'importance, et comme Desmond l'a souligné, d'avoir aussi un investissement. Autant cette jeunesse s'engage pour le relèvement, et le relèvement et le développement est conditionné par son leadership, mais il y a un problème, il y a une absence ou un manque d'investissement qui limite au fait l'impact peut-être de cette jeunesse-là, l'impact qu'elle peut avoir sur le développement et le relèvement de la RCA. Clovis, qu'en pensez-vous au fait de cette approche soulignée par Desmond et Aaron? Oui, je voulais juste aborder dans ce sens, mais je vais aller quand même un peu à côté. Premièrement, pour moi, pour parler de développement de la jeunesse, il faut qu'il y ait d'abord la sécurité. La sécurité, c'est le problème le plus important pour un pays en matière de développement. Puisque s'il y a la paix, un partenaire peut venir en République centrafricaine aujourd'hui, il peut investir, il peut donner des moyens, créer des sociétés, embaucher des gens. Mais premièrement, ici en Centrafrique, nous, en tant que leaders, ce que nous donnons à nos pairs en tant que conseil, c'est de résister à toute forme de conflit, de galère, peut-être de chômage. Parce que la résilience, c'est nous, la jeunesse, qui le détient.
Parce que si vraiment le pays, les hommes politiques, l'État, les organisations internationales nous soutiennent en matière de financement, mais après, ça n'aura pas d'impact. Parce qu'un peu de temps, il y a un conflit et le suivi de ce financement qui a été donné à ces jeunes-là n'aura pas d'impact. Parce qu'il est en voie de faire son activité, en même temps il fuit. Quand est-ce qu'il va remporter et quand est-ce qu'il va continuer? Dès qu'il fuit, combien de temps il va revenir? Et il y a aussi un manque de repères de manière formelle. Tout est dans l'informel ici. Donc aujourd'hui, pour parler du développement de la jeunesse, non, moi je n'en ai pas des mots à prononcer sur ce point, mais je voulais juste qu'on assiste la jeunesse centrafricaine, premièrement sur la sécurité, deuxièmement sur la santé et l'éducation. Et surtout ceux qui sont dans les volets, ceux qui ne fréquentent pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer des entreprises qui sont liées au développement local. Parce que dans les arrière-pays, aujourd'hui on est en Bangui, c'est vrai. On peut aller chez un oncle qui est fonctionnaire, on peut aller voir un grand frère et faire ceci, on a de l'argent, c'est vrai. Mais aller dans les arrière-pays, vous allez vous rendre compte que ces jeunes-là, lui, il est né peut-être à 2 ans, 3 ans, son papa est décédé, la maman n'a pas assez d'argent, elle est partie prendre un autre mari, et lui, il a grandi chez sa grand-mère. Et il n'a pas de boulot, il n'a pas de repère. Au lieu que ces jeunes-là puissent être formés, reformés par rapport au développement local qui va leur permettre d'avoir quelque chose pour la subsistance, mais s'ils n'en avaient pas, on ne peut pas parler. Donc moi, je ne peux pas parler du développement pour l'instant. D'accord, très bien, merci beaucoup Clovis. Et puis, Mohamed, peut-être ton point de vue sur tout ce qui a été dit. Oui, ce que je peux dire par rapport au point de vue de mes frères qui ont émis des idées. Moi, je vais parler de quoi? Parce qu'après cette crise-là, cette jeunesse voulait être autonome. Hein? Ils se lancent dans des activités à caractère informel. Mais vous savez, la situation du pays ne leur permet pas. Ne leur permet pas de vaquer. Je donne un exemple. Moi, je fais mes petits commerces. Quand il y a le bruit d'armes, vous avez même, nous, on connaît sur le marché, les prix ont augmenté. Donc, le pays ne me donne pas l'opportunité de faire ce que moi, je peux développer quoi, en tant que jeune. Quoi. Oui. C'est sur ce que je peux prononcer. Quoi. C'est la situation du pays qui ne nous permet pas. Et puis, l'État ne nous assiste pas. Je donne un exemple. L'autre là, on a eu à faire quelques projets par rapport à l'autre là, au projet de relèvement, des activités qu'on a prévues. Mais vous-même, vous n'avez pas eu l'autre là de financement qu'on n'a pas pu réaliser. Oui. C'est par rapport à ça que je peux parler. Quoi. Ce qui est intéressant, c'est de voir au fait que vous avez tous le même langage, la même approche de l'importance d'avoir au fait les jeunes, que les jeunes soient appuyés, que les jeunes soient accompagnés. Vous dites au fait qu'on est actif sur le terrain. Et ce qui est encore plus intéressant, et là on rentre dans le cœur de notre sujet par rapport au RCPCA, c'est que le contenu de vos réactions, au fait, sont liés aux 3 piliers que nous avons du RCPCA. Le premier étant l'importance de la construction de la paix. Le deuxième, le lien, il était question d'équité et aussi, j'ai vu, de redevabilité aussi des autorités. Ça, on retrouve ça dans recréer le lien. Donc le deuxième pilier, recréer le lien entre l'État et les populations. Et bien sûr, le relèvement économique. Comme vous l'avez dit, sans paix, sans sécurité, il est difficile de pouvoir développer une activité économique et mener les actions qui vont dans ce sens. Et sur ça, j'aimerais rebondir. Donc le RCPCA. Le RCPCA recoupe toutes ces aspirations que nous avons en tant que jeunes. Mais aujourd'hui, la question est où on en est. On a appris en début d'année que le RCPCA, qui devait prendre fin en 2021, en septembre 2021, a été prolongé jusqu'en 2024. Donc nous avons 4 années de plus. Mais revenons en arrière. En tant que jeunes actifs au sein de vos communautés, et vous connaissez le RCPCA, comment, déjà, j'aimerais savoir, comment vous en avez entendu parler? Parce que peut-être vous, de par vos engagements sur le terrain, vous avez découvert ce document stratégique national. Mais beaucoup de jeunes ne le connaissent pas. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est votre histoire avec le RCPCA? Comment vous l'avez découvert? Qu'est-ce que vous en avez compris au fait de ce document? Et je vais commencer par vous encore, Mamad. Oui, je vous remercie de m'avoir posé cette question. Auparavant, j'ai entendu parler du RCPCA partout sur l'étendue du territoire. C'est grâce à l'ONG Ouro qui m'a approprié ce que la RCPCA.
il a fait venir tous les jeunes du 8 arrondissement plus Bimbo et Begwa. Ils nous ont expliqué, comme je viens de dire avant, ils nous ont enseigné ce que c'est que la RCPCA. Et puis, ils nous ont amené jusqu'à faire notre plan local de chaque arrondissement. Donc, par rapport à votre question, j'allais dire que c'est grâce à l'ONG Ourou que j'ai appris, j'ai connu ce qui c'est que la RCPCA. Merci Mamat. Et Desmond, en tant qu'étudiant, comment vous avez découvert le RCPCA? Merci Kessie. Au fait, je me donne cet mécontentement sur cette question que vous venez de me poser. Mécontentement pourquoi? Dans ce sens où, autant jadis, il y avait ce mot qui sortait de la bouche des gens, RCCPA, RCCPA. Et moi, en tant qu'étudiant, et bien que dans le cadre juridique, moi qui étais bien placé pour connaître le contenu, soit les actions menées pour ce plan de relèvement, imaginez-vous un peu que ce sens m'avait totalement échappé. Je ne cherchais même pas à savoir qu'est-ce que c'est que le RCCPA. Et ce n'est que hier, et tout d'abord avant de poursuivre, je tiens d'abord à remercier le plateau qui m'a invité. Et c'est grâce à ce plateau qui m'a poussé un peu à approfondir ma connaissance sur ce que c'est que le RCCPA. Et comme je disais tantôt, ce n'est que hier que je me suis pris la peine de m'efforcer à savoir ce que c'est que le RCCPA. Mais bien avant, j'en avais entendu parler sur les ondes, dans les informations journalières, et voilà, là où je suis maintenant. C'est exactement ça, c'est de voir au fait, ce plateau a été fait de manière hétéroclite. C'est que nous avons autant des jeunes qui connaissent le RCPCA, qui l'ont découvert, et comme toi, qui le découvrent aussi. Et il est intéressant que la voix de ces jeunes qui le maîtrisent et ceux qui ne le découvrent qu'aujourd'hui, au fait, puissent être entendus. Et merci d'avoir accepté notre invitation de participer au magazine. Et je me tourne vers Aran avant d'aller vers Clovis. Comment vous avez découvert le RCPCA? Si j'ai bonne mémoire, c'était en 2017. Je sortais, je pense, d'un rendez-vous. Et à la sortie, il y avait des jeunes qui distribuaient des tracts. Et en prenant connaissance de ce qui était écrit sur le tract, je me suis rendu compte qu'il y avait un voyage du gouvernement à l'étranger qui revenait avec, soi-disant, beaucoup d'argent. C'est ce qui se disait à l'époque. Donc, c'est en prenant connaissance de ce tract que je me suis rendu compte qu'il y avait un accord qui était passé entre le gouvernement et la communauté internationale. D'accord, c'est avec des tracts. Ça, c'est assez intéressant. Il y avait bien une communication autour au fait, de ce plan de relèvement et de consolidation de la paix. Clovis, quelle a été votre expérience alors? Bon, au fait, parlant de RCPCA, je suis d'abord un invité à la table rouge du Bruxelles concernant l'élaboration de RCPCA qui a eu lieu à la CEMAC. Moi, je faisais partie de ceux qui ont confectionné cette projet pour pouvoir donner l'occasion au prochain président qui sera élu, c'était pendant la transition, et puis d'aller négocier auprès des partenaires au Bruxelles. Quand j'ai fini cette élaboration, je m'attendais toujours, quand est-ce la réalité de la chose vont venir en République centrafricaine. Et quand les partenaires ont invité la délégation centrafricaine à Bruxelles, je suivais de long et large, parce que moi-même j'ai contribué dans l'élaboration, donc j'aimerais quand même faire des activités une fois dans ma vie concernant un programme d'État. Et après le retour de ce projet, de ce programme de RCPCA, moi-même je ne me retrouve pas dedans. Je ne me retrouve pas dedans, je me retrouve peut-être dedans en participant dans des activités organisées par d'autres associations, d'autres ONG. Et pour procurer de ce document, normalement, oui, moi aussi j'avais eu la chance d'être avec l'ONG Ourou dans l'enceinte de la FATEB. On a invité M. Zami, qui était le coordonnateur par rapport à RCPCA. Il nous a donné des détails, il faut travailler avec Synergie. Tous ces programmes, on a mis en place, mais aujourd'hui, moi, je ne vois pas l'impact de RCPCA. Je dis ça pourquoi? Parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a même pas de développement local. Parce que le troisième pilier de RCPCA, c'est notre projet à nous. Les deux là, ça ne nous concerne pas. Ça, c'est l'action de l'État et avec les partenaires et avec la population qui doit chercher à être confiant auprès de ces populations. Mais le troisième pilier, c'est notre pilier à nous pour le développement. Malheureusement, il n'y a pas d'impact positif. Ce que moi je sais, j'ai souvent entendu parler des comptes rendus à la télé
Mais moi-même, je n'arrive pas à me retrouver. Moi-même, j'ai pris des initiatives pour essayer de remonter au niveau du ministère du PNUD, soit du plan, pour avoir des informations. On m'a parlé du secrétariat général. Et je suis allé au secrétariat général, me recommande de faire un travail en synergie avec d'autres organisations. Même j'ai des projets à laquelle on s'est réunis 3, 4 pour pouvoir toucher une fois à LSPCA. Je n'arrive pas. Pour cette extension, j'ai été au courant parce que c'est un truc à laquelle moi, jusqu'à aujourd'hui, je compte de réaliser quelques activités par rapport à la CRCPA parce que c'est ça qui doit me donner la force d'avoir confiance à mon pays et de continuer à conseiller mes pères à la résidence. Et merci de souligner ce point-là, la question de l'impact. Autant il était question de savoir comment vous avez découvert le plan de relèvement et de consolidation de la paix, mais l'impact, comment est-ce que 5 ans après sa signature et ses financements, il n'est pas tant question de remettre en question l'implication du gouvernement, mais quel est l'impact au niveau de votre communauté? Je pense que Clovis vient de le souligner, lui, il trouve que l'impact est assez mitigé, mais quel est l'impact d'Esmond au niveau de l'Akwanga, par exemple? Comment les 3 piliers du RCPCA se concrétisent et deviennent une réalité dans votre quotidien au niveau de l'Akwanga? Merci. En fait, il faut parler de l'impact, voire des actions positives du plan de relèvement, soit disons le RCPCA. En fait, moi, je ne vais pas parler d'un impact du point de vue local, mais du point de vue national, sur le territoire plutôt national. Oui. L'impact dont je voudrais souligner est un impact positif. Depuis la signature de ce plan de relèvement jusqu'à nos jours, moi, je vois plutôt un impact vraiment positif. Parlons de l'impact positif sur le plan national. Nous avons assisté, nous tous, jeunes centrafricains, tels que nous sommes, nous avons vu dans la commune de Bimbo, soi-disant, nous avons eu à participer à la création d'une nouvelle mairie. Nous avons assisté à la création d'un nouveau marché, toujours à Bimbo. Sortons un peu de Bimbo et revenons dans les arrière-pays. Nous avons assisté, si j'ose le dire, dans la préfecture de la Kémo, soit disons à Sibut. Nous avons assisté à une nouvelle création, disons à la réhabilitation d'une école et à la, je dirais, d'infrastructures, en fait, communautaires et locales. Et il y a aussi la réhabilitation du centre d'imagerie de l'hôpital qui se trouve à Sibut. Revenons encore sur le plan national pour dire, plutôt pour compléter, nous avons assisté au sein du lycée technique de Bangui, nous avons assisté plutôt, comme tout le monde le sait, à la création d'un nouveau immeuble. Pourquoi la création de ce nouveau immeuble? Revenons un peu en arrière, en montant. Je fus élève au lycée technique dans les années 2012-2013, d'où je suis sorti en 2015-2014. En notre époque, nous on assistait à ce qu'on appelait la course aux salles. Bien que ce fût un grand établissement, mais il y avait ces problèmes-là de salle de classe. Et là, maintenant, je me réjouis, et c'est même ce qui m'a poussé à parler d'un impact positif de ce plan de relèvement. En ce temps où nous vivons maintenant, et au moment où j'ai su qu'il y a eu la construction d'un nouveau immeuble portant plusieurs salles de classe, j'ai été touché. J'ai été touché du point de vue positif. Parce que tu t'es souvenu de ce que toi tu vivais moi, j'ai en tant vécu et ce que qu'élève. viendra vivre les enfants qui sont en ce moment. Oui. Ils seront à l'aise, ils seront bien dans une salle de classe, ils n'auront pas à faire la course aux salles comme nous l'avons fait autant jadis, excusez-moi. Voilà un peu ce qui m'a réjoui, ce qui m'a touché, à parler du point de vue, à donner un point de vue positif par rapport au plan de relèvement et de consolidation de la paix. Consolidation de la paix en RCA. Merci infiniment, Desmond, pour ton point sur l'importance de l'impact aussi, de comment ça pourrait se matérialiser au sein des communautés. Aaron, comment vous voyez-vous l'impact au fait du RCPCA aujourd'hui? Je dois t'avouer que je suis assez dubitatif sur le sujet.
parce que je me rends compte qu'il y a plusieurs aspects. Je vais commencer par les positifs. Je me rends compte que les ruelles aujourd'hui de Bangui sont éclairées. Je ne sais pas si ce sont les... Je ne sais pas si ce sont les résultats de ces accords, mais effectivement, les ruelles sont aujourd'hui éclairées. Nous voyons des puits, des pompes d'eau qui apparaissent un peu partout dans les quartiers. Oui. Et au-delà de cela, en fait, je me rends compte que la ville est un peu plus propre qu'avant. Je ne sais pas si c'est toujours cela. Mais entre-temps aussi, par contre, le point négatif, ou d'après mon point de vue, c'est que je me rends compte que les jeunes ne sont toujours pas intégrés à ces projets. Oui. Je parle pour ce qu'il en est de là où je vis. Les jeunes, pour la plupart du temps... Vous vivez où? Peut-être pour qu'on soit un peu plus spécifique et que les jeunes peut-être de votre zone puissent reconnaître. Je suis dans le 5e arrondissement. Et pour ce qu'il en est du 5e arrondissement, il y a énormément de jeunes talentueux qui ont toujours du mal à sortir, en fait. C'est des jeunes avec qui je discute la plupart du temps, qui ont des projets, des idées, qui essaient de s'organiser pour faire quelque chose, mais qui ont toujours ce frein lié à l'administration, lié au financement, et qui ont généralement voient leurs idées, comment dire, tomber à l'eau. Donc, en fait, c'est un problème de réappropriation. Autant l'impact, on voit des améliorations, mais c'est intéressant ce que vous dites parce qu'on se rend compte effectivement qu'on ne sait pas, peut-être que la population comme vous, ils sont nombreux au fait à ne pas réussir à voir la différence entre ce qui a été fait à travers le RCPCA et ce qui n'a pas été fait à travers le RCPCA. Parce qu'on est conscient que le RCPCA est un cadre, effectivement, un cadre qui permet aux partenaires, mais aussi aux autorités de pouvoir relever le pays. Mais il manque des informations pour la population sur concrètement qu'est-ce qui se fait. Est-ce que les lumières dans les rues, c'est un produit RCPCA? Il y a beaucoup de questions comme ça, je pense, qui touchent aussi à la question de la vulgarisation de ces résultats-là. Donc. Et je me tourne vers Mamad sur ce point d'impact, au fait. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, par rapport au point d'impact, moi je vois l'impact positif d'abord, comme par rapport à l'appropriation de la RCP, parce que le jeu où nous a fait le rôle d'un jeune pour la participation de l'autre là, la RCCPA. Je prends un exemple de la dynamique de la jeunesse du 4e arrondissement, dont chacun a des activités qu'ils fassent, qui leur permet de vaquer à leur occupation, pour leur bien-être, Mais c'est d'une manière individuelle. D'accord. C'est d'une manière individuelle. Sur le point, je vois la négativité, je vois que ces jeunes ne sont pas accompagnés. Je donne un exemple, je travaille l'autre là, je fais l'autre là, le jardin. C'est pour ma survie. Oui. Il faut que j'ai des soutiens pour que je fais pour la population tout entière. Effectivement. Ouais, bon, c'est ça le problème, Ces jeunes ne sont pas accompagnés. C'est de là que je vois que ça ne sort pas bien, C'est ça, vous rebondissez tous, une fois de plus, sur l'importance. Tout au début de notre émission, vous avez souligné l'importance de pouvoir voir le développement et le relèvement de la RCA à travers une jeunesse dynamique. Oui. Et dans tout ce dont nous avons discuté ici, vous avez souligné plusieurs fois l'importance au fait de pouvoir accompagner cette jeunesse. Et je trouve ça très intéressant et je pense que ça attire l'attention aussi de nos téléspectateurs sur le fait que la jeunesse centrafricaine est engagée. Oui. Malgré tout, même si on ne voit pas ce qu'elle fait, elle reste engagée. Et surtout, elle est engagée au niveau local. Et donc, on va toucher cette thématique des actions locales, au niveau local. Aaron, vous avez parlé du 5e arrondissement. Mamad, vous avez parlé du 4e arrondissement. Je me tourne vers Clovis pour vous poser la question. Comment se matérialise aujourd'hui au niveau local le RCPCA dans votre communauté, au fait, où vous vivez? Déjà, vous pouvez nous dire où vous habitez, mais comment concrètement vous avez vu la matérialisation du RCPCA? Au fait, je suis leader du 2e arrondissement. Je me suis présenté tout à l'heure. L'impact positif que je peux parler sur l'RCPCA, je ne vois pas tant que tel l'impact. Parce que quand on veut parler de l'impact, on va voir combien des jeunes, combien des associations qui sont dans les différents arrondissements ont eu des subventions et qui sont autonomes eux-mêmes pour pouvoir gérer certains projets à leur niveau. Parce que chaque fois, quand un jeune a des projets locaux, il est obligé d'aller écrire auprès des institutions des Nations Unies pour avoir des financements. Or, ces financements ne coûtent pas beaucoup. Mais le fait qu'ils ne sont pas vraiment... ils ne sont pas autonomes, ça prouve qu'ils n'ont pas la chance de procurer certaines... Donc, ce que vous dites, au fait, c'est qu'il y a un problème au niveau de la réappropriation locale, parce qu'une fois de plus,
il y a un manque d'accompagnement. Oui. C'est qu'il y a des projets, Oui. mais plutôt que d'aller vers les autorités, au fait, les jeunes ont tendance à se tourner plus vers les partenaires. Voilà. Mais dans une certaine mesure, les partenaires aussi ont un rôle à jouer dans la mise en œuvre du RCPCA, non, selon vous, non? Oui, ça, je le sais, mais ça dit l'impact entre la population et le gouvernement, c'est ça qui est plus important, plus que les partenaires. Parce qu'aujourd'hui, les partenaires aussi, eux aussi gèrent ce fonds de RCPCA. C'est le pilier 2, ça. Ouais. C'est-à-dire, Eux aussi s'impliquent dedans. Oui. Mais la réalité, quel est le lien entre le gouvernement et la municipalité? C'est à travers les municipalités d'arrondissement qu'on peut retrouver les associations de la société civile qui œuvrent au niveau local. Et sur ce point, avec Ourou, sur le plan de RCPCA, on avait eu la chance d'élaborer des plans de développement local. Moi-même, je faisais partie de ce plan de développement local concernant mon arrondissement. Compte tenu de la crise, toutes les activités qui ne permettent pas nos partenaires de financer ce projet. Donc aujourd'hui, je me considère étant un futur releveur parce que demain, quoi qu'il en soit, je dois avoir ma place de responsabilité dans tout ça pour corriger certaines choses qui ont été passées, donc qui n'ont pas donné l'autorisation à la jeunesse d'être accompagnée dans différents volets. Merci Clovis, parce que ça permet, et je me tourne vers nos téléspectateurs, pour souligner au fait qu'effectivement, l'organisation Ourou a accompagné en 2018 un certain nombre de jeunes venant des différents arrondissements de Bangui, mais aussi des communes de Bimbo et Bégua, pour pouvoir travailler sur des plans de relèvement locaux par la jeunesse. Et ces plans, en fait, se basent principalement sur les différents piliers du RCPCA. Ces jeunes ont eu à faire une analyse de leur communauté, à se poser des questions sur comment le RCPCA peut se traduire au niveau local et comment ils peuvent contribuer au fait de manière directe au fait à l'atteinte des objectifs donc de ce plan de relèvement et de consolidation de la paix. Et Mamad, vous avez fait partie de ceux qui ont travaillé aussi sur ce plan de relèvement par la jeunesse. Comment aujourd'hui vous pouvez jauger, du moins analyser l'impact de votre plan au niveau de votre communauté? Oui, merci Kessie. Par rapport à votre question, moi je vois l'impact positif de l'autre là de notre plan local d'arrondissement. Moi aussi je fais partie. J'avais même ce draft-là. On avait énuméré plusieurs points de vue par rapport au dynamisme de notre arrondissement. Si on veut faire tel pour tel, il faut le faire. Ce qui nous manque, c'est le moyen. Vous savez, c'est le moyen. On a plusieurs activités à accomplir dans notre arrondissement, mais c'est des moyens d'accompagnement qui nous manquent. Je donne un exemple. Chez nous, à Gobongo, derrière Yawakilou, il y a des filles qui se regroupent ici, qui prostituent. Ça donne une mauvaise image à notre arrondissement. Nous avons eu à discuter même ça. On a prévu des activités qu'on devait aller raconter ces jeunes filles-là, leur poser des questions. Est-ce que vous pouvez abandonner ce que vous êtes en train de faire? C'est mauvais, ce n'est pas digne d'une femme. Tu vois, ça fait partie de ce qu'on avait émis par rapport aux projets locaux. Donc moi, sur tout ça, j'ai vu qu'il y a l'impact positif. Mais le manque de financement. Le manque de financement. Et au-delà de l'impact, enfin, du manque de financement, parce qu'on sait que c'est le cœur, c'est le nerf de la guerre, les financements, c'est le cœur aussi c'est comme ça qu'on peut avoir de l'impact, tout simplement. On a l'engagement, comme vous l'avez souligné, les jeunes sont engagés, mais il y a un manque d'accompagnement, aussi bien de la part des partenaires que, d'une certaine mesure, de la part du gouvernement. Mais je pense que ce qui prime aussi, c'est les indicateurs. Au-delà du manque de financement, du manque d'accompagnement, les jeunes continuent à être actifs sur le terrain. Et il nous faut aujourd'hui avoir des indicateurs, savoir combien de pourcents les jeunes contribuent, par exemple, à l'atteinte des objectifs du RCPCA. Qu'est-ce que vous en pensez de cette idée qui a été émise plusieurs fois par des jeunes à travers les activités que nous menons avec Ourou, de l'importance qu'ils veulent que leur voix et leurs actions puissent compter? Qu'est-ce que vous en pensez, Aaron? Après, je passerai vers Desmond. Une fois de plus, je ne pourrais pas répondre d'une manière claire parce qu'elle est multiforme d'abord, mais surtout parce que son impact est difficilement mesurable. D'accord. Je vais dire sur ce point où aujourd'hui beaucoup de jeunes s'engagent dans plusieurs projets, mais qui malheureusement n'aboutiront pas forcément aux résultats escomptés, mais qui laisseront plus ou moins des impacts concrets sur certaines personnes. Oui. Je vais prendre un exemple. Pardon, excuse-moi, j'étais en train de me remémorer, mais
Ça m'a un peu échappé, si on peut revenir Il n'y dessus. a pas de problème. Si on peut revenir dessus, s'il Il te n'y a plaît. pas de problème. Je vais revenir vers toi tout à l'heure. Desmond, la question de l'indicateur. Savoir localiser l'action des jeunes au sein des communautés à travers des indicateurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci pour votre chaleureuse question. Tout d'abord, avant d'aborder votre question, je tiens déjà à rappeler par un tout petit mot. Il faut d'abord savoir qu'est-ce que, savoir de quoi nous voulons parler. On parle là d'un plan d'action ou plutôt d'un plan national de relèvement. On parle de relèvement d'un pays qui était dans une crise très profonde. Oui. Et là, moi, j'entends pas ce plan, un projet global du gouvernement et qui a un financement très élargi. Là, je voudrais dire en ce sens, d'où l'importance de la jeunesse dans ce plan. Comme il s'agit d'un financement très élargi, nous, jeunesse, on s'est dit tout à l'heure qu'on ne se retrouve pas dans ce plan de relèvement. Retenons que c'est un plan. Et un plan n'est pas un projet. Un plan est différent d'un projet. Un plan, d'après mon avis, d'après mon analyse, et comme je disais tout à l'heure, un plan du gouvernement qui est global. Et ce qui dit global dit qui renferme tout. Alors, à nous, jeunesse, ceci étant un petit conseil, attendons ce plan global, attendons ce qui s'offrira à nous. Comme plutôt c'est un programme élargi et avec un financement très élargi, attendons ce qui viendra à nous et réagissons comme un bon leader. En partant de votre question, Oui. moi je soulignerais comme indicateur beaucoup plus, permettez-moi, là vous m'obligez à mettre la charrue avant les bœufs, il est de notre part de nous plaindre au gouvernement, c'est-à-dire à la gestion, à ceux qui sont pour la gestion de ce plan de relèvement, qu'ils fassent encore plus, qu'ils donnent un plus à ce qu'ils ont déjà réalisé. Tout à l'heure, j'avais illustré des illustrations bien claires, sans oublier le pont de Sapeke, que nous connaissons tous, qui a été rétabli et qui a été une fierté pour nous tous. Voilà des plans comme ça dont il faut parler. Et moi, ce que j'aimerais dire encore plus, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est de faire des doléances, c'est de nous plaindre à ceux qui s'occupent de la gestion de la chose, de gérer par une bonne gouvernance et de faire encore plus. La bonne nouvelle est que ce plan d'action a été un peu Étendu, il y a une extension. Oui. C'est une bonne nouvelle pour nous. Et quitte à nous maintenant de rendre plus forts nos projets afin de les soumettre, quitte à nous maintenant d'anticiper les choses afin que ces choses-là nous portent plus de financement. C'est important ce que vous soulignez, Desmond, parce que ça met en avant, au fait, l'importance pour les jeunes de pouvoir rentrer dans le cadre. Ce n'est pas tant que de demander au gouvernement de le faire, mais aussi cette démarche que les jeunes doivent faire pour soumettre eux-mêmes leurs projets aux autorités, au fait, surtout au niveau du ministère du Plan, pour que l'impact de leurs projets soit retenu. Et je me tourne encore vers Clovis sur la question des indicateurs. Vous qui êtes actif sur différents fronts, travaillez dans les différentes communautés au-delà d'être du 2e arrondissement, Oui. est-ce que vous avez le sentiment que vos actions sont reconnues et comptent dans les résultats? Par exemple, la clôture des 5 dernières années du RCPCA. Est-ce que vous avez le sentiment que ça a été inclus, tout ce que vous avez mené ces 5 dernières années a été pris en compte dans les résultats du RCPCA? Ce n'est pas tout qui a été pris en compte. Ce qui a été pris en compte, moi-même, j'ai pu déplacer Bangui pour aller vers Mbaïki par billet de Ouro et de l'UNEPIA pour aller former des jeunes en matière d'entrepreneuriat, pour essayer de les sortir de manière informelle, d'être formels. Et ces jeunes, cette formation a été basée sur la langue nationale et ça a donné beaucoup d'opportunités à nos jeunes. Aujourd'hui, quand tu pars à Mbaïki, tu vas voir les taxis-motos, tout le monde se sera structuré de manière formelle. Premièrement, c'est... Est-ce que ce travail-là, par exemple, selon vous, a été pris en compte au niveau des autorités nationales? Oui, ça a été pris en compte parce que il y a l'autorité d'abord. Avant d'aller faire ces heures de formation, il faut qu'on prenne d'abord contact avec les autorités. Les autorités nous ont accompagnés pendant toute cette assise-là pour finaliser nos activités. Mais ce qui me touche beaucoup,
Ce que j'aimerais, c'est que le département tutelle qui gère le RCPCA, qui veille à la mise en œuvre de RCPCA, puisse s'intéresser à des associations dans les arrondissements pour que la jeunesse bénéficie de ce fonds et de ce financement, ou soit des accompagnements en matière de formation, parce que cette jeunesse a besoin d'être réformée. Mais comme il y a manque des activités au niveau de la municipalité locale pour pouvoir permettre à ces jeunes-là qui sont peu désinformés sur la réalité, puissent être informés et prendre en compte leur avenir. Donc voilà, d'une manière, je demande vraiment, je fais le plaidoyer auprès du ministère du Plan pour pouvoir veiller sur ce point-là. Il y a aussi un problème aussi, il y a ce que tout à l'heure mon frère vient de parler de pont de Langbachi, ça c'est des projets qui sont en dehors des RCPCA. Même les lampes qui alimentent la ville de Bangui, c'est un programme de fonds saoudiens, c'est-à-dire c'est des fonds qui sont en dehors des activités mais qui ont des liens toujours avec l'État. Mais le RCPCA en tant que tel, il y a des piliers qui sont bien précis et qui sont bien détaillés avec des petits tableaux. Donc voilà, sur ce point-là, j'aimerais bien qu'on revienne là-dessus. Mais ce qui est de la lumière, là, c'est un projet fonds saoudien. Donc, tous les projets réalisés par l'État, en dehors de RCPCA, nous, la jeunesse, on ne voit pas l'impact en tant que tel. Là, c'est la politique du gouvernement. Ça ne nous concerne pas. Mais ce qui nous concerne plutôt, c'est comment la jeunesse puisse bénéficier des financements de RCPCA dans le tableau de RCPCA et dans les différents volets concernant la jeunesse. Parce qu'il faut qu'aujourd'hui, pour qu'il y ait la paix en Centrafrique, normalement, pour qu'il y ait la paix, il devait y avoir des formations du développement local par chaque arrondissement, chaque préfecture, chaque commune. Ça permettra aux jeunes de ne pas lancer dans des aventures de la guérilla. Mais aujourd'hui, si moi-même à la place de ceux qui sont dans les arrêts PSU, je me retrouve avec rien, je fais des petits travaux de manœuvre de 700 francs CFA par jour. Moi aussi, je rêve d'être un rebelle. Un rebelle, non, je m'engage même pour être un rebelle parce que j'en ai rien à faire le matin jusqu'au soir. Pour laver des habits, c'est difficile. Et je vois les autres qui circulent. Donc moi aussi, je rêve d'être quand même quelqu'un, un père responsable dans l'avenir. Donc, pour pallier tous ces problèmes, je demande juste au ministère du Plan, Affaires sociales, de la jeunesse. Vous voyez, chaque ministère n'a pas un plan pour son développement de son département. C'est ça qui fait aussi que la jeunesse centrafricaine, qui représente à peu près 90%, 72% de la population, n'arrive pas à mettre la paix sur ce pays. Parce que c'est la jeunesse qui doit mettre la paix. Ce n'est pas à l'État ni aux partenaires aujourd'hui de venir de dire aux gens, non, attendez, laissez tomber. Non, c'est pas ça. On veut vraiment être dynamique, mais en nous aidant à avoir la sécurité, la santé. Et maintenant, l'emploi peut accompagner, puisque s'il y a la sécurité, la santé, donc le pays peut développer. Merci Clovis, et je vais rebondir avant de tourner vers Mohamed, mais je vais rebondir sur un point où vous avez souligné l'importance de pouvoir, une fois de plus, prendre en compte les actions qui sont menées par les jeunes, mais vous êtes allé plus loin sur le fait que ces actions-là, au fait, le gouvernement, on est conscient, par exemple, avec le travail que vous avez fait avec UNFPA, mais peut-être qu'il y a un mécanisme qui manque pour que les actions des jeunes, de manière concrète, puissent remonter vraiment vis-à-vis du gouvernement. Là, l'exemple que vous avez donné s'inscrit, au fait, au niveau du partenariat avec UNFPA. Mais hors de UNFPA, il y a des actions aussi qui sont posées par des jeunes au sein des communautés. Et il existe, semble-t-il, au fait, un vide qui permet de remonter ces informations-là plus haut. Donc ça, mais merci pour le point. Et je me tourne vers Mamat. Mais surtout, j'aimerais revenir sur ce que les autres ont dit rapidement, Mamat. Tout le monde, indirectement, a donné un conseil au gouvernement. Et ça, tout le monde. On peut en donner des conseils au gouvernement ou bien des recommandations, on va dire. Mais j'aimerais que vous puissiez, au-delà de répondre à la même question que les autres, j'aimerais vous poser la question sur quel conseil vous donnerez aux jeunes aujourd'hui pour qu'ils puissent s'impliquer dans la mise en œuvre du RCPCA. Oui, le conseil dont je peux donner à la jeunesse qui ne baisse pas les bras, quoi. Ils continuent de travailler comme ils ont fait auparavant. Oui. Parce que c'est notre pays. Si on ne travaille pas, le pays va devenir quoi, on ne sait pas. Mais par rapport à la participation de jeunesse dont vous avez dit, nous jeunes, tout ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas compter au sein du gouvernement. Parce que si ce qu'on avait fait, que c'est compté, on va dire que la participation de la jeunesse par rapport à tel, ça a atteint tel pourcent. Oui. Si c'est comme ça, on allait comprendre. Moi, je dis, souvent je donne l'exemple du 4e arrondissement. Quand les anti-Balaka étaient venus,
C'est vrai, ils ont pris le pays. Bon, comme ils ont dit, ils ont libéré le pays. Après, ils se sont tournés vers cette jeunesse-là. Ouais. Mais on avait réagi. Et ça nous a permis que le calme est revenu. Tout ce qu'on avait fait là, est-ce qu'il s'est compté? Hein? Nous avons participé à des réunions de mise en place des comités locaux de paix. Je quitte 4e arrondissement, je viens au kilomètre 5. C'est pour des activités pour la paix en RCA. Et ça, c'est compté. C'est compté seulement d'une manière locale. Oui. Parce que souvent, quand il y a des manifestations, là où je suis, moi, je parle en tant que celui qui veut amener la paix. Oui. On me reconnaît comme ça, mais proprement dit, par rapport à ma participation dans mon pays. Est-ce que c'est compté? Ce n'est pas compté. Vraiment, par rapport à votre question, voici ma réponse, quoi. Merci beaucoup, Mahamat. Il nous reste quelques minutes avant de pouvoir conclure notre magazine. Je me tourne vers vous, Aram, pour vous poser la question. Quels conseils vous donnerez aux jeunes aujourd'hui pour qu'ils puissent être plus actifs et contribuer à la mise en œuvre du RCPCA? Vous qui êtes entrepreneur, d'ailleurs. Donc, si vous pouvez donner des exemples. Je ne sais pas si je suis le mieux placé pour donner un conseil à la jeunesse, étant donné que je me rends compte à quel point il est déjà très actif, en dépit des nombreuses difficultés que nous rencontrons tous les jours sur le terrain. Mais par contre, je pense que je donnerais plutôt un conseil au gouvernement qui devrait faire un travail de sensibilisation un peu plus profond, que les jeunes puissent prendre conscience réellement du potentiel qu'ils peuvent impacter sur la vie des autres. On se rend compte aujourd'hui que dans des pays plus développés que le nôtre, l'État n'a pas les moyens d'entreprendre la construction des autoroutes, des hôpitaux, d'autres infrastructures. Généralement, ce que l'État fait, c'est que l'État a tendance à libéraliser le marché pour pouvoir faciliter l'entrepreneuriat aux jeunes. Parce que quoi que l'on dise, c'est l'entrepreneuriat aujourd'hui qui fait développer ces pays. Et malheureusement, chez nous, on se rend compte que quand un jeune décide d'entreprendre, il a plus de difficultés que de soutien. Et je pense que c'est surtout dans ce sens que va ma recommandation, que les jeunes soient plus impliqués dans le processus de gestion et qu'ils soient plus encouragés dans le mouvement d'entrepreneuriat. Merci infiniment, Aram. Je tiens à remercier nos téléspectateurs d'avoir nous avoir accompagnés tout au long de cette discussion. Ce n'est pas un débat, surtout une discussion sur la contribution des jeunes à la mise en œuvre au fait du RCPCA en République centrafricaine. Ce que nous retenons, c'est surtout que nous avons une jeunesse dynamique, une jeunesse capable, qui est active au niveau local et qui demande au fait non seulement à continuer à être accompagnée, mais surtout que sa voix et ses actions puissent être prises en compte. Nous avons aussi en face de nous un document stratégique qui est vital pour l'avenir de la République centrafricaine et qui demande, de ce que nos invités ont pu souligner, que ce soit vulgarisé encore plus auprès de la population, non seulement au niveau de Bangui, mais aussi au niveau de l'arrière-pays. Et il y a une chose dont nous n'avons pas parlé, malheureusement, mais l'implication des jeunes femmes, je pense, demeure un élément clé. Et en tant que directrice exécutive de l'organisation Ourou, nous continuons à nous engager pour permettre aux jeunes femmes de contribuer, elles aussi, à la mise en œuvre de cet agenda. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous invite à nous suivre pour les prochaines émissions de Jeunesse en Action. Merci.